Bienvenue à toutes et à tous, membres, non-membres, enfin les participants à ce webinaire. Je vais tout de suite céder la parole à Laurent Dutrieux pour les aspects techniques, logistiques. Laurent Dutrieux que d'aucuns commencent à bien connaître parmi vous, puisque ça devient notre logisticien IT préféré en médecine générale à différents endroits, différents cénacles. Merci à Laurent d'ores et déjà. Et je lui cède tout de suite la parole et puis je vais reprendre la parole pour introduire ce webinaire. Merci Laurent? beaucoup. Oui, merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, quelques éléments techniques avant de passer dans le vif du sujet. Donc, la séance est enregistrée, ce qui permettra pour ceux qui rateraient le début ou qui souhaiteraient revoir un point ponctuel du sujet, de la revoir. Elle sera mise sur le compte Vimeo du GBO et elle sera évidemment référencée sur leur site internet. La soirée est accréditée, enfin, l'accréditation est en cours, parce qu'on sait que ça prend toujours beaucoup de temps, mais elle est en cours, elle a été demandée. Pour que vos accréditations soient prises en compte, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, prénom dans le chat, comme c'est souvent d'usage sur Zoom, tout simplement parce qu'en fait, c'est une version de Zoom qui vous a demandé de vous enregistrer avant d'être arrivé. Donc, vous avez déjà donné votre nom, prénom, numéro INAMI. L'enregistrement se fait, on sait quand vous êtes présent. Donc voilà, soyez attentifs et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance. Justement, en parlant des questions, contrairement au Zoom classique dont tout le monde, je pense, maintenant a déjà fait l'usage, ici, on est dans une version Zoom Webinar, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'options sans être très compliqué. Vous avez en bas Q&R, questions-réponses. C'est beaucoup plus facile pour les panélistes, donc que je laisserai le soin à Paul Demingue de présenter. C'est beaucoup plus facile pour les panélistes et pour vous de poser vos questions dans cette partie-là, questions-réponses. Vous pouvez discuter sur la partie discussion, vous saluer mutuellement, ça n'a pas de problème. Mais pour les questions, je pense que c'est plus intéressant d'utiliser cette partie questions-réponses. Voilà, donc vous n'avez pas la possibilité par défaut d'être vu ou entendu. Voilà, vous ne verrez que les panélistes ou voilà, les membres du GBO. Donc, voilà, c'est vraiment la version webinar que vous suivez. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne séance et je passe la parole au docteur Demingue. Merci beaucoup, Laurent. Donc voilà, merci à vous toutes et tous, encore une fois, d'être présents. On a voulu ce webinaire avec, malgré ou peut-être encore a fortiori dans cette période un peu quand même bousculée en médecine générale, comme vous le savez. Eh bien oui, voilà, on a une tâche administrative en plus et on a vraiment voulu que le GBO se mette au service des médecins généralistes pour éclaircir un certain nombre de questions qui se posent relativement à cette circulaire dont on va vous parler en long et en large avec nos orateurs ici présents. Donc, je les présente, Madame Isabelle Granata et Monsieur Emmanuel Rivera, qui sont tous deux membres de la société BDO Belgium et qui sont vraiment des experts en la matière, qui ont reçu déjà d'une part un certain nombre de vos questions envoyées auparavant avant ce webinaire et qui tenteront aussi de répondre, qui tenteront, qu'est-ce que je dis, qui réussiront certainement à répondre à vos questions qui se poseront ici pendant ce webinaire. Alors, petite précision quand même. Bon, d'abord, merci aussi à l'équipe. Merci à Laurent, merci à l'équipe du GBO, à Jean-Noël aussi, donc à Audrey Gers, à Ariane Peters et à Florence Marchand, et puis à Jean-Noël Godin qui va co-animer et co-modérer ce webinaire. Et donc, Jean-Noël, évidemment, tu interviens quand tu veux. En apparaissant à l'écran, je comprendrai que tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Et donc, on va tenter de répondre donc à toutes ces questions. Et donc, les questions qu'on vous avait envoyées dans les invitations, je les reprends. Donc, suis-je concerné d'abord par cette affaire, cette nouvelle législation? Quels sont les actes que je fais en médecine générale qui resteront exemptés de la TVA? Quelles sont les prestations qui ne seront pas exemptées? Ça, c'est important, parce que considérées par l'administration fiscale comme concernant des interventions de traitement sans but thérapeutique. Puis-je prétendre au régime de franchise de la TVA si mon chiffre d'affaires en matière d'actes soumis à la TVA ne dépasserait pas 25 000 €? Et quel est l'impact de la forme juridique de mon activité?
Et puis, d'autres questions qui vont immanquablement se poser, je n'en doute pas une seconde. Mais que les choses soient quand même assez claires, on ne va pas répondre aujourd'hui en 2 heures, parce que le séminaire se clôturera à 14 heures précises, je le dis. On ne va pas répondre à des questions très personnalisées, très personnelles, très contextuelles, selon votre situation fiscale. Il y aura probablement encore dans votre activité des questions qui vont se poser, mais qui devront probablement de temps en temps être posées aussi à votre fiscaliste selon votre situation fiscale. Je pense que M. Rivera et Mme Granata pourront peut-être dire un petit mot là-dessus. Mais donc, on ne va pas, dans les questions-réponses de la partie du webinaire consacrée aux questions-réponses, entrer trop dans des situations très, très personnelles. Donc, ne soyez pas frustrés. Si on ne répond pas de manière exhaustive à toutes les questions, il y aura forcément une sélection qui sera la moins réduite possible, mais notre équipe quand même sélectionnera les questions qui seront bon, d'intérêt le plus général possible. Mais Jean-Noël Godin précisera certainement aussi qu'il y aura peut-être encore d'autres occasions pour poser des questions. Alors, je vois dans le chat que pas possible de rester 2 heures. Non, confrère, je sais bien, hein, votre temps est compté, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas un confrère d'ailleurs, c'est une consoeur, pardon. Aurons-nous accès à un enregistrement? Oui, je viens de le dire, il y aura en différé accès à l'enregistrement, pas de souci. Voilà, donc sans trop tarder, sauf si Jean-Noël veut dire un petit mot, je céderai volontiers la parole à nos 2 orateurs, que je remercie encore une fois, Mme Granata et M. Rivera, qui, s'ils veulent dire quelque chose de plus à leur sujet personnel ou au sujet de leur société, ils ont évidemment la liberté de le faire. À vous la parole. Merci. Merci, docteur Demunck. On va, comme on l'a dit, rentrer rapidement dans le vif du sujet parce qu'on a un temps assez limité pour présenter quand même pas mal de choses. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce séminaire sur les nouveautés en matière d'exemption TVA dans le domaine médical que nous allons essayer de vous présenter de la manière la plus claire et la plus didactique possible et la moins technique et la moins juridique possible parce que ça reste une matière effectivement juridique. Alors, peut-être une ou deux petites précisions avant de rentrer dans l'agenda. On va vous demander, et l'expression, je pense, n'est pas trop mal choisie, de ne pas tirer sur l'ambulance. Effectivement, nous ne sommes pas les responsables de cette réforme qui vous impacte peut-être effectivement dans votre pratique quotidienne. Nous sommes juste des conseillers fiscaux qui essayons de traduire les choses de la manière la plus claire possible pour les personnes concernées. Et nous remercions donc aussi le GBO de nous donner l'occasion de vous présenter ces différents changements. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire ici sur 1 heure, ce qui va être, à mon avis, un vrai challenge, c'est de parcourir un peu, je dirais, les principaux points de changement par rapport à l'exemption de TVA pour les prestations médicales au sens large du terme. Vous verrez qu'effectivement, les 2 conditions de base de l'exemption TVA ont été reprécisées suite à différentes circonstances qu'on va détailler dans un instant. Le champ d'application personnel a été modifié et on vous expliquera les tenants et les aboutissants de cette modification, ainsi que le champ d'application matériel de l'exemption en matière de TVA, avec différents exemples tirés de la circulaire. À ce sujet aussi, peut-être 1 ou 2 précisions. Il existe encore des zones d'ombre, donc il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas, et l'administration non plus, pour l'instant, la réponse. Mais ensuite de cette circulaire évoquée par le docteur Demunck, l'administration nous a demandé, ainsi qu'aux différentes associations professionnelles, de faire remonter les questions pour qu'ils publient une liste effectivement de questions fréquentes posées suite à la publication de la circulaire qui en principe devrait répondre et essayer d'éclairer les zones d'ombre qui resteraient encore à l'issue, je dirais, de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Donc voilà, nous ne sommes pas omniscients, mais on va essayer de vous amener quand même un maximum de réponses. Alors, la bonne nouvelle qui nous sera présentée par Isabelle et qui a déjà été évoquée par le docteur Demunck, c'est qu'effectivement, il existe ce qu'on appelle un régime de franchise de TVA, donc qui, malgré le fait que vous seriez exclu de l'exemption pour certaines de vos opérations, vous permettra quand même de rester, je dirais, relativement safe par rapport à la TVA. On y reviendra. La TVA, si elle doit s'appliquer sur certaines de vos recettes, va aussi vous apporter un avantage, entre guillemets, qui est le droit à déduction de la TVA en amont, sur certains frais en amont. On ne rentrera pas dans les détails, mais on vous présentera ça de manière très générale. Isabelle vous fera ensuite un point complet sur les obligations TVA et les modalités auxquelles vous pourriez être
soumis. Et par ailleurs, sauf erreur de ma part, on fera aussi circuler, en plus de la présentation, enfin le GBO fera circuler, en plus de la présentation, à la fin de celle-ci, une version, enfin un manuel d'inscription à la TVA que nous avons préparé également en interne et qui devrait vous être diffusé. Et enfin, si nous avons encore 5 minutes, nous ferons une petite remarque, quelques petites remarques par rapport aux opérations que vous pourriez réaliser avec des prestataires ou des fournisseurs établis à l'étranger, que ce soit pour acheter des marchandises ou des services. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, tout à fait, à titre d'introduction, de manière générale, on peut constater, et vous le savez, puisque vous avez été mis au courant de cette circulaire, une évolution générale du paysage médical en matière de TVA. Comme le docteur Demunck l'a déjà précisé, effectivement, à partir du 1er janvier 2022, donc vous me direz, on est déjà un peu tard, seuls les traitements à caractère thérapeutique, et on va vous expliquer ce qu'on entend par caractère thérapeutique, dispensés par des médecins kinésithérapeutes, restent exemptés de TVA. Enfin, donc ces traitements qui, auparavant, pour vous, n'impliquaient pas de conséquences en matière de TVA, resteront effectivement exemptés de TVA. Attention, enfin donc, la grosse distinction, c'est qu'on va garder, exempter les opérations à but thérapeutique, mais qu'on va clairement exclure ce qui n'a pas un but thérapeutique. Et je vous l'ai dit, on va vous expliquer ce que ça veut dire thérapeutique au sens de la TVA. Dans ce cadre-là, on peut passer au slide suivant. Comme vous le savez certainement… Pardon. Non, pas de problème. Comme vous le savez certainement, et c'est logique avec cette distinction thérapeutique-non thérapeutique, les travaux de recherche donc, qui impliquent des essais cliniques qui sont réalisés à titre onéreux par des médecins et des hôpitaux au profit de tiers, donc de sociétés pharmaceutiques en l'occurrence, ne sont pas visés par l'exemption en matière de TVA et ces revenus donc qui peuvent être les vôtres dans le cadre d'essais cliniques auxquels vous participez doivent déjà être soumis à la TVA. Donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe déjà, qui a été, je pense, reprécisé, sur lequel l'administration a retapé sur le clou dans le cadre de la préparation et de la publication de la circulaire. Toutefois, dans le cadre de ce régime des essais cliniques, il existe un régime particulier dont les médecins peuvent bénéficier pour se dispenser d'une partie de leurs obligations administratives, en tout cas en matière de TVA. Dans le cadre de cette évolution générale du paysage médical, la Cour de justice de l'Union européenne, donc à Luxembourg, a effectivement délimité ou restreint ou réinterprété le champ d'application des exemptions en matière de TVA qui existent depuis l'avènement de la taxe à la fin des années 60, au début des années 70. Donc, quelque part, si vous voulez tourner votre mécontentement vers quelqu'un, ce n'est pas forcément vers le ministre des Finances ou les autorités fiscales belges qu'il faut se tourner, mais comme vous le savez, c'est une excuse facile, c'est à l'Europe qu'il faut en vouloir. En vouloir ou pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas, la Cour de justice est à l'origine effectivement de cette évolution lente, mais néanmoins claire, de l'exemption et de la délimitation de l'exemption médicale depuis quelques années. Depuis le 1er janvier 2016, vous le savez également, et dans le cadre de cette évolution, les prestations effectuées par les médecins et qui ont pour objet des opérations à vocation esthétique, donc par définition non thérapeutique, quoique c'est discutable, on y reviendra, sont soumises à la TVA. Toujours dans le cadre de cette évolution, la Cour constitutionnelle, donc belge, cette fois-ci, a rendu un arrêt le 5 décembre 2019 dans lequel elle a annulé une partie de l'article 44 du Code de la TVA. L'article 44 du Code de la TVA, c'est celui qui préside à l'exemption, notamment en matière médicale. Et cet article 44 a été considéré comme n'étant pas constitutionnel par la Cour constitutionnelle, notamment parce qu'il ne permet pas d'accorder l'exemption de TVA pour des services de chiropraxie et d'ostéopathie. En ce qu'il continue à exonérer aussi des traitements à caractère esthétique qui sont fournis par des dentistes, par exemple, ou des infirmiers. En ce qu'il exonère aussi des services qui ne sont pas réellement des soins à la personne. On va aussi voir ce que ça veut dire, ces soins à la personne. Et en ce qu'il exonère, enfin, des choses qui ne sont pas autorisées par la directive européenne en matière de TVA. Donc, suite à l'ensemble de cette évolution, effectivement, le législateur belge a été contraint, quelque part, de revoir sa copie et de revoir le libellé de son article 44, en tout cas en ce qui concerne les opérations médicales. Et donc, qu'est-ce qui change dans ce cadre-là? Eh bien, en fait, effectivement, le législateur belge a dû revoir les conditions de base de l'exemption de TVA dans le cadre médical. Et donc, deux conditions de base
ont été modifiées par cette modification de l'article 44, des modifications qui portent sur la qualité des prestataires, ce qu'on appelle le champ d'application personnel, mais également sur la nature des prestations fournies, ce qu'on appelle le champ d'application matériel. Donc, par rapport à la qualité des prestataires, le point important, c'est que l'exemption a été étendue à d'autres praticiens, y compris certains praticiens paramédicaux qui relèvent de pratiques médicales dites non réglementées. Ça, c'est une extension, je dirais, du champ d'application de l'exemption. D'un autre côté, au niveau du champ d'application matériel, on a eu une restriction du champ d'application de l'exemption puisqu'on limite clairement l'exemption à des actes à but thérapeutique. Donc, voilà, tout ce qui est non thérapeutique, on l'a dit dans le premier slide, y compris les interventions à caractère purement esthétique, sont soumis à la TVA depuis le 1er janvier 2022. Une petite précision aussi, étant donné qu'ici nous sommes face au groupement belge des omnipraticiens, donc des médecins généralistes, sauf erreur, nous n'allons pas rentrer dans des considérations par rapport aux modifications qui concernent les hôpitaux spécifiquement, donc qui sont effectivement un sujet, je pense, différent. Donc, on vous l'a dit, le champ d'application personnel de l'exemption, donc de cette règle qui permet de ne pas soumettre ces opérations à la TVA, ce champ d'application personnel a été étendu en ce sens, effectivement, qu'il va maintenant permettre à certains praticiens paramédicaux de pouvoir aussi exempter les revenus qu'ils tirent de leur activité. Dans les types de praticiens, aujourd'hui, on va distinguer deux grandes catégories. D'abord, les praticiens pour lesquels il existe un cadre légal et ou réglementaire, dont la plupart d'entre vous, je suppose, relèvent, mais aussi, depuis le 1er janvier 2022, l'exemption va s'appliquer à des praticiens, notamment, qui ont reçu des titres dans d'autres pays, mais qui sont des titres qui permettent d'attester que ces praticiens vont pouvoir délivrer des soins qui sont de même qualité que ceux de la première catégorie, donc à laquelle je pense la plupart d'entre vous appartiennent. Donc désormais, ces deux catégories, aussi bien les professions réglementées que les non réglementées, entre guillemets, peuvent bénéficier de l'exemption de la TVA sur leurs prestations, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. C'est à toi, Isa, en fait. Oui, oui, c'est pas grave. Non, j'étais lancé, donc voilà. Je vois. On va vous parler un petit peu des différentes professions. Hein. Donc, au niveau des professions réglementées, d'abord, au niveau du texte, on va faire référence à la loi coordonnée de 2015 que vous connaissez bien. L'avantage, c'est qu'ici, s'il y a des changements au niveau de cette loi, ce sera des professionnels qui seront couverts par l'exemption. Dans cette énumération au niveau des différentes professions, on vous retrouve, vous, les médecins, mais aussi les dentistes et les pharmaciens, mais c'est une catégorie à part. Tout ce qui est kinésithérapeute, les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes, les secouristes, les psychologues cliniques et les praticiens de profession paramédicale. Donc, tout ça est sous la loi de 2015 et va nous permettre finalement de présumer que vous avez les qualités nécessaires pour exercer votre profession sous le couvert de l'exemption, moyennant la seconde condition qui parle des actes thérapeutiques. Vous avez ici la liste également des praticiens de profession paramédicale visés par l'arrêté royal. Et donc, grâce à ça, pas besoin de prouver à l'administration que vous pouvez rendre des soins de manière professionnelle. À côté des professions qu'on vient d'évoquer, il y a également ceux qui sont visés par la loi Collat de 1999, qui concerne en fait 4 types de prestataires. On va retrouver ceux qui exercent l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'était notamment les ostéopathes qui disaient qu'ils faisaient un peu des prestations comme des kinésithérapeutes et qui ne pouvaient pas bénéficier de l'exemption. Voilà qu'on peut les rattraper.
si ce n'est que dans cette législation, on va prévoir qu'un arrêté royal est nécessaire pour que ces professions soient effectivement exemptées. Or, seuls les ostéopathes aujourd'hui bénéficient de cet arrêté royal d'exécution et donc sont automatiquement, via cette disposition, des assujettis exemptés de TVA couverts par l'article 44. Alors, on a trouvé des critères alternatifs pour les 3 autres professions. 2 options possibles. Soit ils sont affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d'État comme disposant des qualifications nécessaires pour rendre des soins avec une qualité suffisante. Par exemple, un de vous me posait la question au niveau des acupuncteurs. Là, il y a 4 associations qui sont citées au niveau de la circulaire. Si vous ne faites pas partie de ces associations, est-ce problématique? Non, vous avez un plan B, puisque on va dire que si vous avez quand même fait une formation suffisante, vous allez pouvoir être présumé comme avoir les qualités suffisantes en termes de prestations de soins. Vous voyez les ostéopathes, les chiropracteurs et au niveau ici des acupuncteurs. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, c'est une formation de 192 heures minimum, partie théorique et partie pratique également. Et si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, vous pouvez toujours vous adresser à l'administration, aux services centraux pour voir dans quelle mesure vous pouvez également bénéficier de l'exemption de la TVA. Alors, en ce qui concerne les prestataires qui sont autres, là, on garde la porte ouverte, c'est-à-dire qu'on va exiger d'eux qu'ils soient titulaires d'une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente, belge ou ailleurs. Et par ailleurs, il faut que grâce à cette certification, les qualifications nécessaires en termes de prestations de soins à la personne soient d'un niveau de qualité suffisamment élevé pour être semblable à ceux de la première catégorie, donc les médecins, les dentistes, etc. Et donc là, déjà, on retrouve aussi un certain nombre de prestataires qui sont énumérés, notamment les psychomotriciens, les pédicures médicales et les assistants en psychologie qui disposent de cette qualité-là. D'accord? Voilà un petit peu au niveau du qui. Emmanuel va vous parler maintenant du quoi, la seconde condition au niveau de l'exemption de la TVA. Oui, ok, voilà. Merci Isabelle. Effectivement, comme on l'a dit, il y a 2 éléments importants qui sont modifiés à partir du 1er janvier 2022. C'est le champ d'application personnel, on vient de vous en parler. Maintenant, le quoi, donc le champ d'application matériel de l'exemption, sur quoi, sur quel type de prestation va porter cette exemption. Donc, il faut effectivement qu'on puisse avoir des définitions qui sont uniformes dans l'ensemble de l'Union européenne, puisque je vous rappelle que la TVA est une taxe qui est organisée sur l'intégralité de l'ensemble, enfin sur l'ensemble de l'Union européenne et qui donc doit recevoir une définition commune pour l'ensemble des 27 États membres. Dans ce cadre-là, la Cour de justice, effectivement, dans divers arrêts, a rendu des décisions qui permettent de circonscrire et de déterminer, de définir ce qu'on doit entendre au sens de la TVA. Je dis bien au sens de la TVA. On ne prétend pas ici rentrer dans votre pratique professionnelle, ce qu'on doit entendre par soins médicaux au sens de la TVA, qui sont donc susceptibles d'être exemptés de TVA. Donc, comme vous le voyez, une prestation de soins médicaux à la personne est une prestation ayant pour but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, évidemment, de guérir des maladies ou des anomalies de santé. Donc, c'est la finalité d'une prestation médicale qui va déterminer si celle-ci est ou non exemptée de TVA. Slide suivant, s'il te plaît, merci.
L'exemption donc pour les prestations de soins médicaux qu'on vient de voir est toutefois limitée aux prestations à but thérapeutique. On avait déjà insisté là-dessus au début de l'exposé. Mais qui va déterminer s'il s'agit d'un but thérapeutique? Est-ce que c'est le ministre des Finances, votre contrôleur de la TVA qui n'y connaît absolument rien? Donc là, je dois dire l'administration, je dirais, est restée raisonnable et c'est le professionnel de la santé que vous êtes qui va lui-même déterminer en son âme et conscience, nous dit-on, si le traitement médical est bien effectué dans un but thérapeutique. Donc dans ce cadre-là, peu importe que le médecin, le professionnel de la santé soit ou non dans, je dirais, une organisation dans laquelle il reçoit des directives ou sous la supervision d'un autre médecin, par exemple au sein d'un hôpital, ça reste quand même le médecin qui pose l'acte, qui détermine si oui ou non cet acte a un but thérapeutique et qui donc permet effectivement d'appliquer l'exemption de TVA. Donc, de nouveau, si on mixe les deux définitions, on se rend compte qu'effectivement, les prestations peuvent bénéficier de l'exemption, prestations thérapeutiques, si leur objectif principal est de diagnostiquer, traiter, soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou autres problèmes de santé, ainsi que, et c'est important, de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. Alors, il existe plusieurs présomptions réfragables. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails juridiques par rapport à ça, mais il existe plusieurs situations dans lesquelles, effectivement, le professionnel de la santé ne doit pas devoir motiver sa décision, ne doit pas motiver sa décision. On part du principe que s'il est dans cette situation-là, eh bien, a priori, le but thérapeutique et donc l'application de l'exemption ne se discute en principe pas, mais ces présomptions sont, dit-on, réfragables parce qu'il est possible que l'administration, mais je ne sais pas sur base de quels critères, puisse démontrer le contraire. Donc, on n'est pas dans un but thérapeutique et donc que l'exemption ne s'applique pas. Mais donc, si l'intervention ou le traitement figure dans la nomenclature INAMI ou dans la nomenclature des prestations de rééducation, il n'y a absolument aucun doute, a priori, sur le fait que l'opération est exemptée de TVA. Idem quand l'intervention ou le traitement entre en ligne de compte pour une intervention conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités. Et enfin, quand l'intervention est effectuée sur prescription d'un médecin. Ces présomptions ne sont donc pas applicables pour les traitements esthétiques puisque, comme on l'a vu, ces traitements esthétiques sont d'office exclus du champ d'application de l'exemption. Dans les autres cas, donc quand on n'est pas dans un des trois cas mentionnés sur le slide, le professionnel de la santé pourrait avoir à motiver son choix, ou en tout cas le fait qu'il estime qu'on soit dans un but thérapeutique. Par exemple, notamment, nous dit-on, enfin l'administration nous dit notamment via les dossiers anonymisés des patients. Mais dans la plupart des cas, vous êtes, vous, en ce qui vous concerne, dans une des trois flèches rouges. Donc, normalement, vous êtes dans le cas de présomption de but thérapeutique, donc a priori exempté. La circulaire, donc, dont vous voyez les références sur les slides, cite une série d'exemples de ce qui doit être considéré comme thérapeutique et donc exempté et non thérapeutique et soumis à la TVA. Il est important de préciser que les services centraux de l'administration de la TVA ont, pour ce faire, discuté avec différentes associations, dont la vôtre, pour pouvoir mettre ces exemples sur pied. Il est évident qu'ils n'ont probablement pas tout couvert et donc, effectivement, ils sont en demande, comme on l'a dit tout à l'heure, de cas qui ne seraient pas visés ici par les exemples ou de choses qui seraient encore à discuter. Donc, n'hésitez pas à en faire part à votre association par la suite et on verra de quelle manière on peut remonter ça vers les services centraux. Donc, on l'a vu, les interventions à but purement esthétique ne sont évidemment pas exemptées de TVA et doivent être soumises, et ce, depuis 2016. Par contre, la chirurgie plastique à but thérapeutique, par exemple, dans le cadre d'une reconstruction mammaire ou d'une diminution mammaire, elle va continuer à être exemptée de TVA parce que le but thérapeutique continue à être avéré. Là où on peut effectivement trouver des difficultés d'interprétation, c'est le deuxième cas que vous voyez. Donc, on va continuer à exempter des programmes d'entraînement supervisés par un professionnel pour autant qu'il y ait prise en compte des facteurs de risque chez chaque personne individuellement, tandis que les entraînements en groupe dans lesquels on ne tient pas compte de ces facteurs de risque de manière spécifique, même s'ils sont donnés par un médecin sportif, ne vont normalement pas bénéficier de l'exemption. Donc là, on est, je pense, sur des choses qui sont parfois un peu limites. Le but thérapeutique est aussi considéré comme étant avéré et donc l'opération exemptée de TVA par l'administration quand le professionnel de la santé est amené à devoir délivrer un certificat d'aptitude médicale
Par exemple, d'aptitude à voyager, on vise ici spécifiquement, et c'est ce que nous pensons en tout cas, puisque la circulaire a été faite en pleine période Covid, les certificats éventuellement délivrés dans le cas de cette lutte contre le Covid. Mais par contre, il y a effectivement d'autres types de certificats médicaux qui ne sont pas, eux, considérés comme étant à but thérapeutique et qui donc vont faire l'objet d'une soumission à la TVA potentiellement. C'est par exemple la délivrance d'un certificat pour l'aptitude à la conduite ou d'un certificat médical pour les pilotes. La fourniture de conseils diététiques individuels dans le cadre d'un traitement contre le cancer sera considérée comme ayant un but thérapeutique, alors qu'un service de suivi nutritionnel général va être exclu de l'exemption et sera donc soumise effectivement à la TVA. Ensuite, je pense que c'est toi qui reprends, Isa. Oui. Moi, je vais un petit peu vous parler de ce qui est vraiment exempté. C'est tout ce que vous faites tous les jours, hein, les contrôles médicaux périodiques. Évidemment, c'est non soumis à TVA. Tout ce qui est prévention, vaccination, dépistage non soumis à TVA. Les prestations médicales relatives à la fertilité, à la grossesse, exempté de TVA, prélèvement de sang ou autres substances. On vient de vous parler des tests COVID, également exemptés. Les examens médicaux, à la demande des employeurs, ça c'est un petit peu particulier, on y reviendra dans les exemples négatifs. Lorsque ces examens médicaux sont faits en vue de détecter des virus ou des maladies, toujours en se référant à l'objectif principal qui est de protéger la santé du patient, l'aide au sevrage. Et alors, des fonctions un petit peu plus administratives, mais qu'on a voulu couvrir parce qu'elles étaient obligatoires. Il y a une législation qui l'impose, c'est le cas des médecins au niveau de tout ce qui est hygiène hospitalière, ainsi que le médecin coordinateur dans les maisons de repos, tout ce qui est également médecin coordinateur dans les hôpitaux et le médecin RCM qui met à disposition du SPF Santé les données administratives et médicales. Le médecin responsable dans un hôpital du département, je viens de l'évoquer également. Tout ce qui est établissement de rapports médicaux, on va en parler à nouveau des rapports médicaux. Il y a deux types de rapports médicaux. Si c'est un rapport médical ici pour une intervention de l'assurance hospitalisation, puisque derrière il y a un but thérapeutique, vous allez être couvert par l'exemption. On verra tout à l'heure des exemples négatifs. Les consultations téléphoniques, vous en avez faites quelques-unes en période Covid. Elles sont également couvertes par l'exemption, puisque là, l'objectif thérapeutique est présent par rapport aux pathologies de vos patients et aux traitements à leur fournir. Par contre, on va se retrouver dans le champ d'application de la TVA pour des traitements tels que la réalisation d'échographies souvenirs, on s'en doute, ce n'est pas très thérapeutique. La participation à des enquêtes de l'industrie pharmaceutique également. Je vous parlais de certificats avec des exemples négatifs. En voici un, l'évaluation des personnes handicapés pour obtenir des allocations d'handicapés ou bien des cartes de stationnement. Là, ce n'est pas pour traiter la personne handicapée et donc fort logiquement, on est dans le champ d'application de la TVA. L'autopsie par un médecin légiste, pareillement, la personne est décédée, donc on ne peut malheureusement plus rien faire pour elle dans ce cadre-là. On avait reçu aussi une question concernant une intervention
dans le cadre de demande de funérarium, on peut le couvrir par cette disposition et dire que ça échappe à l'exemption de la TVA. Et enfin, des certificats médicaux dans le cadre d'évaluation de dommages pour introduire des actions en justice ou pour l'octroi de pensions d'invalides ou pensions de guerre. Encore quelques exemples. Dans la même lignée, les rapports qui pourraient vous être demandés dans le cadre de l'obtention d'une assurance vie ou d'un crédit hypothécaire, on n'est toujours pas dans le traitement thérapeutique d'une personne et donc on est dans la soumission à la TVA. Tout ce qui est médecine du travail également, médecin de contrôle et la recherche générale qui ne concerne pas finalement la santé des patients, même lorsqu'elle est imposée par les autorités. Donc, j'espère qu'avec ces différents exemples, vous avez une vue un peu plus claire des prestations qui sont dans l'exemption ou qui sont soumises à TVA. On va parler des cas un peu particuliers. Oui, plusieurs questions nous ont été aussi posées puisque nous comprenons que plusieurs d'entre vous donnent également des cours, des formations, des séminaires, etc., enfin, quelle que soit la dénomination, et voulaient savoir dans quelle mesure cette activité était ou non soumise à la TVA. Alors, il existe justement dans le cadre de l'enseignement ou des conférences des exemptions spécifiques, donc différentes de celles applicables aux soins de santé thérapeutiques, qui sont effectivement contenus dans le même article 44, et notamment une prestation qui exempte les services fournis aux organisateurs, et on insiste là-dessus, de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels. On va voir ce que ça veut dire, mais il y a aussi une exemption générale pour tout ce qui est l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel à certaines conditions. Donc, a priori, au vu des questions que nous avons reçues, dans la majorité des cas, vous devriez également bénéficier d'une exemption de TVA pour les revenus tirés de ces activités spécifiques, mais qui n'est pas couverte donc par l'exemption médicale, mais bien par une exemption spécifique à l'enseignement et aux conférences. Afin de faciliter un peu la compréhension, nous avons préparé de petits arbres décisionnels. Donc, vous voyez le premier cas, l'orateur, qu'il agisse en personne physique ou dans le cadre d'une personne morale, c'est-à-dire d'une société, s'il facture ses prestations de conférencier à l'organisateur de la conférence, devrait être exempté de TVA pour ses revenus. Par contre, si les opérations sont facturées directement aux participants à qui, effectivement, l'orateur demande une participation individuelle, là, les factures aux participants devront porter de la TVA en compte. Dans le cadre de l'organisateur, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans le cas de l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, la distinction là va porter sur la volonté ou l'absence de volonté de but de lucre dans le chef de l'organisateur. Donc, si l'organisateur est, on va dire, une ASBL ou un organisme qui ne poursuit pas de but de lucre, là, on a les revenus de l'organisation du séminaire ou de la formation qui sont exemptés de TVA. Si on est face à un organisateur de séminaire ou de formation qui est une société commerciale, alors l'inscription au séminaire se fera avec application de la TVA. À titre individuel aussi, si on est dans le cadre de l'enseignement scolaire ou universitaire, les leçons données par les enseignants vont également faire l'objet d'une exemption de la TVA quant à leurs revenus. Enfin, et c'est aussi une question qu'on a eue, certains d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous probablement, contribuent à des revues scientifiques, médicales par la publication d'articles. Au sens TVA, les articles scientifiques sont considérés comme des œuvres littéraires. Et il se fait qu'il existe également une autre exemption qui exonère les revenus tirés de la publication, de l'édition d'œuvres littéraires par les auteurs. Attention qu'ici, on va effectivement restreindre l'exemption on va exclure de l'exemption les contrats d'édition conclus avec un auteur personne morale, donc qui agirait là au travers d'une société pour le coup, et également les contrats d'édition qui sont conclus avec une autre personne que l'auteur. Voilà,
Je vais un petit peu vous parler maintenant de la franchise, de la TVA. Donc, on a vu les différents exemples tout à l'heure des prestations qui sont non thérapeutiques ou même d'autres prestations. Il se fait que si vous réalisez un petit peu des expertises ou d'autres prestations soumises à TVA, vous puissiez quand même ne pas devoir déposer des déclarations, ne pas facturer ces prestations avec TVA. C'est ce qu'on appelle le régime de la franchise. Par rapport à ces prestations, on va regarder le seuil de 25 000 € par an. Si vous ne le dépassez pas, vous allez être sous le régime de la franchise. En tout cas, vous pouvez opter, c'est un régime facultatif. Si vous avez envie de facturer avec de la TVA et parallèlement générer un droit de déduction partielle à la TVA, vous pourriez opter pour la soumission à la TVA. Comment va-t-on regarder ces 25 000, ce régime de la franchise? On va regarder toutes les prestations qui se retrouvent dans le pot de prestations normalement soumises à TVA. Cet examen va se faire au niveau de l'assujetti. Donc, si vous exercez une partie de vos activités en tant que personne physique, Emmanuel tout à l'heure vous a parlé d'écrire des articles parce que ça vous permet de bénéficier par ailleurs fiscalement du régime avantageux des droits d'auteur, mais que votre activité médicale classique est exercée en société, on va regarder le seuil de 25 000 par assujetti, donc les 25 000 au niveau de votre activité de personnes physiques et les prestations soumises à la TVA dans le chef de votre société. Si on dépasse le seuil, ça veut dire que vous devez déclarer à l'administration que vous allez dorénavant facturer avec TVA et donc cette information à l'administration se fait via le formulaire 604A qui est électronique et vous indiquez dans ce formulaire que vous optez pour le régime normal. Dans la procédure qui vous sera transmise par rapport à l'enregistrement pas à pas dans le système électronique de l'administration, vous opterez alors pour ce régime normal. Vous verrez les écrans ad hoc. Et donc, ça signifie que vous facturez dorénavant avec de la TVA. Ça génère un droit de déduction à la TVA et vous introduisez vraisemblablement chaque trimestre des déclarations TVA périodiques, normalement pour le 20e jour du mois qui suit la clôture de la période. Vous devez aussi, en tant qu'assujetti normal, déposer un listing annuel client. On y reviendra tout à l'heure. Si vous avez la franchise, vous devez quand même indiquer à l'administration que vous optez pour ce régime. Ce régime n'est pas applicable pour les unités TVA, mais en général, vous n'êtes pas concerné par ça. Vous devez quand même établir des factures sans TVA, puisque c'est le fonctionnement de cette franchise, c'est la non-application de TVA sur vos factures et la non-déduction. Et vous retrouvez ici la petite mention à apposer sur vos factures. Cette obligation de facturation, elle s'applique pour toutes les opérations qui auraient dû être soumises à TVA si vous n'avez pas demandé la franchise, donc les actes non thérapeutiques ou autres types de prestations. Voilà. Et donc, vous ne déposez pas de déclaration TVA périodique, éventuellement pour les opérations avec l'étranger, des déclarations spéciales. On y reviendra en fin de séminaire. Certains d'entre vous ont posé la question de savoir que se passait-il
si le seuil de 25 000 est dépassé au cours d'une année. On est ici au mois de février. Je demande à l'administration de bénéficier du régime de la franchise parce que j'ai estimé que les 25 000 ne seraient pas dépassés. Et puis, il arrive qu'à un moment donné, j'ai des prestations qui sont sous le champ d'application de la TVA, qui sont rendus. Dans le petit exemple ici, j'avais un chiffre d'affaires de 24 900 et le 4 août, je fais une prestation de 1 000 €. Eh bien, la prestation de 1 000 € va me faire dépasser le seuil. Je vais devoir soumettre cette prestation à la TVA et on ne reviendra pas sur le passé, sur les prestations qui étaient couvertes par la franchise au cours des 7 premiers mois dans mon exemple. Donc, uniquement la prestation qui fait dépasser le seuil va se retrouver sous le régime TVA. Je vais facturer avec TVA, mais ça veut dire aussi que je dois annoncer à l'administration que j'ai arrêté d'être un assujetti franchisé et déposer un formulaire pour le signaler à l'administration et dorénavant déposer des déclarations TVA périodiques, normales, dit-on. On sera avec le régime normal pour cette opération, pour tout le reste de l'année en cours, ainsi que de l'année qui suit, donc ici dans mon exemple 2023. Si en 2023, j'ai un chiffre d'affaires de nouveau qui retombe en dessous de la franchise, je vais devoir aller jusqu'à la fin de l'année et faire des déclarations périodiques, continuer à facturer mes prestations non thérapeutiques avec de la TVA. Toutefois, quand j'arrive en fin d'année 2023, je peux me dire j'ai envie de récupérer ma franchise. Donc là, à ce moment-là, je vais écrire à l'administration avant le 15 décembre et on va dire sur base de l'estimation de mon chiffre d'affaires de fin d'année, je ne dépasserai pas les 25 000. Est-ce que je peux repasser sous le régime de la franchise en 2024? Et l'administration vous dira oui, en principe. Voilà. Alors, nous avons compris depuis un certain temps, pas rien qu'en préparant cette formation, mais en voyant aussi arriver les changements, que vous n'aviez pas envie d'être soumis à la TVA, pour la plupart d'entre vous. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'effectivement, c'est un grand changement et ça implique une série de modalités et de coûts, mais la TVA, il y a deux pendants. Il y a évidemment le pendant, je dois porter en compte de la TVA sur certains de mes revenus et donc ça impacte mes clients, entre guillemets, mes clients, mes patients, mais en corollaire, si je porte de la TVA en compte et que donc je verse cette TVA à l'État après qu'elle m'ait été versée par mes patients / mes clients, je vais aussi bénéficier en tant qu'assujetti non franchisé, on le précise, de ce qu'on appelle un droit à déduction de la TVA en amont. Ce qui veut dire que sur les factures de vos fournisseurs, certaines des factures de vos fournisseurs, vous pourriez avoir un droit à déduction, en tout cas partiel, de la TVA qui vous est porté en compte, droit de déduction que vous n'avez pas aujourd'hui si vous faites uniquement des opérations qui sont exemptées de TVA ou que vous considérez que vous êtes dans cette catégorie. Donc, sur le slide, vous voyez qu'on a finalement le mix de deux types d'assujettis. L'assujetti ordinaire qui fait ce qu'on appelle des opérations qui ouvrent droit à déduction. L'assujetti ordinaire, c'est celui qui soumet l'ensemble de son chiffre d'affaires à la TVA et qui donc a droit à la déduction de l'intégralité de la TVA sur ses achats. L'assujetti exempté, ce que vous êtes pour l'instant pour la plupart et que vous souhaitez rester, qui donc lui ne porte pas de TVA en compte, mais qui en corollaire n'a pas le droit de déduire la TVA qu'il supporte en amont. Et si vous êtes concerné un peu par les nouvelles dispositions, tout en gardant, je dirais, des opérations exemptées, vous serez ce qu'on appelle un assujetti mixte. Donc, il y a à la fois des opérations soumises à TVA et des opérations exemptées par l'article 44. Cet assujetti mixte a le droit de déduire, en tout cas, une partie de la TVA qui lui est portée en compte, ce qui est effectivement logique puisque seule une partie de son chiffre d'affaires sera effectivement soumise à la TVA. Dans le cadre de cette déduction, on peut procéder de deux manières. Soit, effectivement, on va déterminer et appliquer ce qu'on appelle un prorata général de déduction, qui est une fraction qui reprend au numérateur le montant total du chiffre d'affaires soumis à TVA
et au dénominateur le montant total du chiffre d'affaires, donc aussi bien soumis à TVA que celui qui est exempté. On va obtenir un pourcentage et ce pourcentage sera appliqué indifféremment à l'ensemble des TVA que vous supportez en amont, que ce soit sur, je ne sais pas moi, la rénovation de votre cabinet médical, l'achat d'un véhicule ou l'achat de matériel, peu importe. Ce pourcentage s'appliquera sur la TVA. Étant donné que ce pourcentage, étant donné qu'il s'agit d'un pourcentage qui est basé sur le chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires évoluant chaque année et la répartition chiffre d'affaires taxé, chiffre d'affaires exempté étant aussi susceptible d'évoluer chaque année, le prorata va devoir être revu d'année en année et il se peut donc que votre prorata augmente ou diminue en fonction de l'évolution de la structure de votre chiffre d'affaires, en fonction du fait que vous fassiez plus d'opérations soumises à TVA ou plus d'opérations exemptées. L'autre façon de déduire la TVA pour les assujettis mixtes est ce qu'on appelle l'affectation réelle, qui effectivement, là, vous impose d'affecter vos dépenses à un secteur bien précis. Donc, si vous achetez du matériel pour réaliser, par exemple, des essais cliniques dans de meilleures conditions, vous allez pouvoir probablement déduire l'intégralité de la TVA sur l'achat de ce matériel. Par contre, effectivement, si vous achetez du matériel pour vos consultations médicales classiques, là, la TVA ne sera pas déductible. Et alors, il y aura effectivement aussi des proratas à faire pour les frais qui sont considérés comme étant des frais dits généraux, par exemple, l'aménagement du cabinet dans lequel vous exercez. Par ailleurs, soyez attentifs au fait qu'il existe des limitations et des exclusions absolues du droit de déduction de la TVA. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais pour rester dans l'air du temps, on vous a mis sur le slide un QR code, comme vous le voyez, qui vous permet d'accéder, je dirais, à de la documentation interne à BDO sur les limitations et exclusions du droit de déduction de la TVA et sur lequel vous trouverez tous les détails nécessaires si vous êtes concerné par cette nouvelle réglementation. Donc ça, c'est le principe du droit à déduction. Il faut que vous soyez attentif aussi au fait, mais on ne va pas rentrer dans les détails techniques pour garder aussi le timing, que le fait de basculer dans un régime partiellement soumis à la TVA peut également, dans certains cas, être bénéfique en fonction des cas spécifiques qui se présenteraient. Dans le cadre de ce qu'on appelle la révision de la TVA, effectivement, il est possible d'obtenir une déduction de la TVA, on va dire historique, sur des investissements que vous auriez fait soit dans les 15 ans, soit dans les 5 ans, en fonction du type d'investissement qui a été réalisé. On vous donne des exemples chiffrés sur les slides, mais je vous dis dans le détail desquels on ne va pas rentrer, sinon on va dépasser le timing. Mais sachez que vous avez la possibilité d'aller récupérer une partie de la TVA que vous n'auriez pas déduite avant de basculer dans un assujettissement mixte. Donc, ça peut avoir une certaine forme d'intérêt. Mais pour ça, il faut respecter effectivement un certain nombre d'obligations qu'Isabelle va essayer de vous présenter de manière synthétique. Voilà. Vous l'avez compris, hein, cet assujettissement à la TVA, vous allez devoir déterminer quel type d'assujetti vous êtes. Si vous basculez dans l'assujettissement mixte avec dépôt de déclaration, vous devez commencer par vous identifier auprès de l'administration TVA avec un formulaire en ligne, le E604A pour dire qu'il est électronique. Et si on change l'activité, ce sera un 604B. Vous y retrouverez la date de commencement de l'activité, a priori 1er janvier 2022 si vous faites ces prestations non thérapeutiques. Et on y retrouvera également le split entre le chiffre d'affaires annuel présumé, exempté ou soumis à TVA, ainsi que le choix entre une déclaration TVA mensuelle, c'est quand vous réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 millions par an ou trimestriel. Alors, vous avez été informé de ces différentes modifications fin décembre au niveau de tout ce qui était un peu les exemples thérapeutiques, non thérapeutiques. Donc, du coup, l'administration vous a rassuré en disant que vous pouviez déposer ce formulaire de début d'activité jusqu'au 31 janvier 2022. Et dans un second temps, pas de chance, le 31 janvier 2022, en plus, il y avait une panne des services informatiques
de l'administration, on a fait savoir que même ceux qui étaient en retard n'allaient pas recevoir des amendes. La seule chose, si vous avez reçu une lettre de rappel, là, il faut quand même le déposer dans le délai de réponse requis par l'administration. Qui dit tolérance ne veut pas dire qu'au niveau des opérations soumises à TVA au 1er janvier 2022, vous ne devrez pas les reprendre, même si l'administration vous dit assujettissement, par exemple, au 1er février, parce que vous déposez la demande d'assujettissement demain après ce séminaire. Alors, une fois que vous avez une attribution du numéro de TVA, vous le communiquez à vos fournisseurs. Vous allez avoir des factures de vente adressées à vos patients et vous recevez les factures de vos fournisseurs avec votre numéro de TVA. Votre comptable va enregistrer ces factures de vente pour faire la déclaration TVA et ces factures d'entrée. Il enregistrera également le fameux journal de recettes dont je vous parlais tout à l'heure, où on reprend les recettes pour lesquelles aucune facture n'est établie. Je voulais également parler avec vous de certaines dispenses par rapport à certains rendez-vous qui ont été convenus avec le patient lorsqu'on a un traitement qui aurait été fixé avant le 31 décembre 2021. On va pouvoir continuer à bénéficier de l'exemption de la TVA si les rendez-vous, le traitement est effectué ou terminé au plus tard le 30 juin 2022. On se retrouvera également sous l'ancien régime. Pareil, si vous avez des prestations qui ont déjà été rendues au 31 décembre 2022, mais pour lesquelles la cause d'exigibilité intervient par après. C'est des cas plus marginaux. Au niveau de la déclaration TVA, si vous êtes en déclaration mensuelle, les opérations des mois de janvier, février, mars 2022, vous pouvez attendre la déclaration du mois d'avril pour reprendre ces opérations soumises à TVA. Et donc, vous introduisez des déclarations néant celle de janvier pour le 20 février, celle de février pour le 20 mars et celle de mars pour le 20 avril. Idem au niveau des déclarations trimestrielles, vous pouvez ne pas déposer la déclaration du premier trimestre avec les opérations du premier trimestre 2022, mais attendre la déclaration du deuxième trimestre où vous reprenez les 6 premiers mois de l'année, mais faites bien attention de déposer une déclaration néant pour le premier trimestre 2022 pour le 20 avril. Le dépôt de la déclaration, vous allez sur l'application Intervat. On vous a mis ici le print screen au niveau de l'application pour la retrouver avec le petit chemin. Au niveau de la facture, vous allez devoir faire une facture pour les prestations qui ne sont pas thérapeutiques. Sachant que si votre client est une personne physique, il n'y a pas d'obligation, mais généralement, on en introduit une pour éviter de tenir un journal de recettes. La facture doit également être émise au client, c'est une des questions qu'on nous pose souvent. Vous retrouvez ici les différentes mentions sur la facture avec l'identité, y compris du client, complète si vous optez pour une facturation formelle, en sachant qu'au niveau du service fourni, il faut tenir compte du secret médical. Il y a un listing intracommunautaire lorsque vous rendez des prestations à une société dans l'Union européenne, par exemple, et un listing client lorsque vous avez rendu des prestations pour des clients belges assujettis
à la TVA, c'est un listing à introduire avant le 31 mars. Et enfin, si vous arrêtez les activités, soit totalement, c'est le formulaire 604C, mais si à un moment donné, vous avez déclaré à l'administration que vous faites un peu des actes non thérapeutiques et que donc vous êtes assujetti partiel et que dorénavant, vous ne faites plus que des prestations exemptées des soins médicaux, vous allez introduire un formulaire 604B. Voilà. Et ici, un petit tableau pour vous expliquer quelle sera dorénavant votre vie. Donc, si je regarde, par exemple, ici, la dernière colonne qui parle de votre vie antérieure d'assujetti exempté, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et si vous continuez dans cette voie, vous ne déposez pas le formulaire d'identification, vous ne faites pas de déclaration TVA, vous n'avez pas de facture à émettre, pas de TVA due sur vos prestations, mais pas de TVA déductible, pas de listing client. Et la seule chose, c'est éventuellement la déclaration spéciale pour les opérations reçues de l'étranger. On y vient directement après. Si vous êtes franchisé, finalement, votre vie, elle n'est pas très, très compliquée à partir du 1er janvier 2022. Donc, si vous ne dépassez pas le 25 000 de chiffre d'affaires soumis, puisque vous devez quand même signaler auprès de l'administration que vous êtes franchisé. Donc, c'est le formulaire 604A, mais vous ne déposerez pas de déclaration, vous n'appliquez pas de TVA sur vos factures. Il faut juste penser à émettre des factures pour les opérations qui auraient été soumises à TVA qui ne le sont pas en raison de la franchise. Pas de TVA due, pas de TVA déductible. Par contre, sachez qu'il y a un petit listing annuel client à déposer pour les franchisés, mais s'il n'y a pas d'opération à déclarer, si vous n'avez pas de client assujetti belge, vous ne déposez même pas ce listing annuel client. Par contre, il y a la déclaration spéciale pour les opérations reçues de l'étranger dont Emmanuel va vous parler. Et alors, votre nouvelle vie, si vous devenez assujetti ordinaire ou bien mix, là, dépôt du formulaire, déclaration de TVA, application de la TVA sur vos factures, TVA due, déduction, ça c'est le point positif d'une partie de votre TVA, listing client et pas de déclaration spéciale. Voilà un petit peu. Monsieur Rivera, oui. Juste pour savoir où en sommes-nous à peu près? Il nous reste 2 slides. C'est magnifique, merveilleux, magnifique. Voilà. Donc, comme Isabelle, vous le précisez juste avant, effectivement, on fait un dernier petit point et je reste dans le thème par une piqûre de rappel pour terminer par rapport aux opérations que vous réaliseriez avec l'étranger en tant qu'assujetti exempté ou assujetti franchisé, comme on vient de le voir dans le tableau précédent. Donc, le point est que si vous restez dans votre ancienne vie d'assujetti exempté ou que vous passez sous un régime de franchise, il n'en reste pas moins que lorsque vous achetez des biens ou des services, on le verra dans le slide d'après, à l'étranger, donc auprès de prestataires ou de fournisseurs étrangers, vous restez soumis à certaines obligations en matière de TVA. Donc, si par exemple, sur une année civile, le seuil de vos achats intracommunautaires, donc les achats effectués dans l'ensemble de l'Union européenne dépasse un seuil de 11 200 €, vous avez l'obligation, même en tant que franchisé ou exempté, de remplir ce qu'on appelle une déclaration spéciale à la TVA qui va vous permettre ou vous obliger en fait à payer la TVA sur la valeur du bien acheté. Cette TVA, évidemment, ne viendra pas s'additionner à une TVA du pays du fournisseur puisque, comme vous aurez un numéro de TVA spécial que vous communiquerez à votre fournisseur, ce fournisseur saura qu'il doit vous facturer hors TVA de son pays et ce sera vous en Belgique via cette déclaration spéciale qui allez devoir payer la TVA. Donc, je le répète, que vous soyez exempté ou franchisé, ne vous dispense pas de cette obligation. Si par contre, vous ne dépassez pas le seuil, on se retrouve à ce moment-là dans les règles applicables aux particuliers, les fameuses règles applicables au commerce électronique, donc qui ont explosé sur les 2 dernières années. Et là, c'est dans le chef du fournisseur que la vérification devra se faire. Donc, normalement, lui sait de quelle manière il doit vous facturer. S'il a dépassé un seuil de 10 000 € pour l'ensemble de ses ventes dans l'Union européenne, il vous facturera avec la TVA belge.
et c'est lui qui s'occupera de tout de ce côté-là, donc via un système qu'on appelle l'OSS. Si par contre le fournisseur est en dessous de ce seuil de 10 000 €, il vous facturera de façon normale avec sa TVA, la TVA de son pays d'origine. Donc attention, vous, ce que vous devez surtout bien vérifier, c'est le dépassement du seuil de 11 200 € qui implique les déclarations spéciales. Donc ça, c'est pour les achats de marchandises, de matériel, de choses corporelles. Par contre, si vous achetez des services dans un cadre intracommunautaire, donc par exemple des licences de logiciels ou des choses comme ça, là, il n'y a pas de seuil. Dès le premier euro d'achat de service ou de téléchargement, vous êtes effectivement redevable de la TVA belge sur la valeur de la prestation qui a été achetée, et vous devez dans ce cadre-là effectivement aussi rentrer une déclaration de TVA spéciale au travers duquel vous payerez la TVA sur la prestation reçue sans évidemment de possibilité de pouvoir la déduire. Donc ça, c'était une petite piqûre de rappel. Si vous n'avez pas encore rempli vos obligations dans le passé par rapport à ces achats à l'étranger, on vous conseillerait quand même de le faire rapidement parce que le secteur, comme vous le comprenez, va être un peu sous la loupe pendant les prochains mois et les prochaines années. Voilà, nous en avons terminé. Des questions, oui, je suppose que vous en avez. On les a vues passer dans le chat. Voilà. Oui. Donc voilà, on vous laisse la parole, Monsieur Godin. Ou monsieur oui, non, avant Jean-Noël, notre directeur, donc si vous permettez, j'ai envie de dire oufti, comme on dit à Liège, que d'informations finalement en très très peu de temps, hein, plus d'une cinquantaine de diapositives. Bravo pour la performance, Monsieur Rivera et Madame Granata. J'ai rarement vu ça. Merci. Évidemment, sur vos slides qui seront disponibles, je parle sous couvert de notre directeur et d'Audrey Gers, vos slides seront disponibles à ceux qui ont suivi, et même, je pense que ce sera disponible sur notre site, sauf si on me dit le contraire. Où évidemment, il va falloir, il y a beaucoup de gens qui vont devoir revenir pour avoir des précisions, parce que c'est une c'est très dense, il y a beaucoup d'informations. Je ne suis pas sûr que moi, je pourrais aujourd'hui répondre à tout comme ça, à chaud. Donc, on ne va pas donner vos numéros de GSM privés parce que vous risquez d'être assailli de coups de téléphone. Mais bon, on va essayer d'avancer alors, et je voudrais céder volontiers la parole à notre directeur Jean-Noël Godin, qui va vraiment maintenant aussi vous poser toutes les questions qui ont été posées dans les questions et réponses et dans les chats. On a essayé de faire comment dirais-je, une agglomération, d'agréger les questions dans le Q et questions-réponses. Donc, on va faire ça. Si jamais, il n'y a pas encore de réponse, une question n'a pas encore été répondue, continuez à les mettre peut-être dans questions-réponses. On essaiera de tenir le coup jusqu'à 14 heures. Mais avant ça, Monsieur le directeur Jean-Noël, est-ce que tu pourrais quand même dire 30 secondes l'action du GBO dans toute cette affaire? Vous aurez compris, chers confrères et chères consoeurs, que ce n'est pas le GBO qui a demandé cette charge à l'État et au ministère des Finances, en plus de tout ce qu'on vit déjà au niveau de la charge administrative dans nos pratiques. Ce n'est pas une demande des syndicats, ça je pense que vous l'aurez compris. Mais Jean-Noël, si tu peux dire un petit mot quand même de qu'est-ce qu'on a essayé, si je peux caricaturer en disant pour limiter la casse. Alors, je vais volontiers reprendre la parole. D'abord, pour vous remercier pour toutes les questions que vous posez, qui sont toutes pertinentes, ça c'est très clair. Et donc, la difficulté sera non pas d'y les poser, mais d'y répondre à certaines d'entre elles. Alors, on a déjà essayé, le GBO a déjà essayé de vous préparer, de vous faciliter la tâche, puisque dès le départ, le ministère des Finances nous a associés à l'élaboration de cette circulaire qui a été donc publiée fin décembre. Donc, la loi date de juillet 2021. Directement, une circulaire a été annoncée et Audrey Gers et moi-même avons été associés pour le GBO à l'élaboration de cette circulaire. Cette circulaire, malheureusement, ne répond pas à toutes les questions et il y a un document questions-réponses que le ministère va publier prochainement et auquel nous travaillons. Donc, vos questions sont très importantes parce que s'il y en a auxquelles on ne peut pas répondre dans tous les détails, on va, avec votre permission et bien sûr avec le respect de votre vie privée, les répercuter pour avoir une réponse de la part du ministère des Finances. Une deuxième chose qui est très importante, c'est que
le GBO s'est évidemment agité aussi au niveau des instances de l'INAMI pour s'inquiéter de cette surcharge administrative d'abord, potentielle pour les médecins, je dis bien potentielle, on va y venir tout de suite, et également pour voir ce qu'il en était, puisque la date du 31 janvier arrivait très vite. Et donc là, on a eu des apaisements assez sérieux lors de la réunion du comité de l'assurance auquel notre représentant, le docteur Boval, assistait, la réunion du 31 janvier, puisque là, il a notamment été communiqué à cette réunion du 31 janvier un courrier que le ministre des Finances a adressé au ministre de la Santé et dans lequel il dit d'emblée que en cas de contrôle, il y aura de la souplesse de l'administration de la TVA, notamment en cas de faute manifestement involontaire de la part d'un professionnel dans le cadre de cette nouvelle législation, et que l'administration de la TVA interviendra là où c'est possible, non pour sanctionner, mais pour accompagner et fournir une aide. C'est assez remarquable pour être répété, pour une fois que l'administration aide les gens. Enfin voilà, je ne fais pas de commentaires, mais voilà. Alors, elle a écrit noir sur blanc à la fin de sa circulaire, donc on peut montrer ça à son contrôleur. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant, je voudrais revenir aux questions qui ont été posées en tâchant peut-être de les grouper, en tout cas celles qui se ressemblent ou qui portent sur les mêmes sujets. Et donc, je vais peut-être d'abord reposer les questions qui sont nombreuses, en tout cas, il y en a quelques-unes, sur cette franchise. Alors, il y a bien sûr le fait, est-ce que c'est 25 000 brut ou net? Et puis, il y a aussi le fait de savoir, dans le cadre d'un groupement de médecins, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, est-ce que cette franchise porte par personne physique ou pour l'ensemble du groupement? Et bien sûr que cette franchise, là, je pense pouvoir y répondre, ne concerne pas le chiffre d'affaires global, puisqu'on parle bien ici de 25 000 euros qui peuvent être soumis à la TVA. Et une dernière précision avant de laisser nos orateurs répondre, c'est peut-être rappeler aussi que la TVA n'est évidemment pas applicable à du personnel salarié, même médecin, puisque le salaire qu'il perçoit de son employeur n'est évidemment pas sujet à une TVA. Et donc là, c'est très différent. C'est important parce que dans une série, ça reviendra dans d'autres questions, dans une série de questions qui ont été posées, il y a deux cas de figure qui peuvent apparaître, soit le médecin est salarié, soit le médecin est indépendant, et la réponse sera sans doute différente. Mais donc, si M. Rivera, Mme Granata peuvent reprendre ce thème de la franchise des 25 000 euros et surtout dans le cadre de collaboration ou de groupement de médecins. Merci. Oui, d'abord peut-être par rapport à la question brut ou net. En fait, c'est 25 000 de chiffre d'affaires, donc on ne déduit pas les frais. Et donc, la notion aussi de chiffre d'affaires est large. Donc, voilà, c'est les revenus que j'avais synthétisés par des prestations non thérapeutiques, mais c'est toutes les prestations qui devraient normalement être soumises à TVA. Et donc, vous l'avez compris, on n'y met pas tout ce qui est prestations de soins exemptées de TVA. Donc, ça, c'est par rapport vraiment au contenu. Alors, au niveau de la personne, on l'a un petit peu évoqué, mais on va regarder la situation par assujetti au sens TVA. Donc, si vous avez une activité en personne physique et une activité en société, on regardera dans chaque entité si le chiffre d'affaires de 25 000 est dépassé. Il se pourrait que ce soit dépassé pour une activité et pas pour l'autre. Et donc, si en personne physique, vous ne l'avez pas dépassé, vous avez la franchise, et en société, vous l'avez dépassé, vous devez dire que vous faites des déclarations TVA ordinaires, donc des trimestriels. Ça, c'est par rapport aux personnes dans lesquelles on regarde ce seuil. Une autre chose complémentaire, c'est évidemment les associations, les collaborations.
Et par rapport à ça, toutes les questions d'abord ne sont pas tranchées par rapport à ces différentes collaborations et aux facturations ou en tout cas aux prestations successives et aussi ces sous-traitances, je vais dire, pour être assez schématique. Mais retenez en tout cas que normalement, on va regarder directement au niveau de l'entité qui facture ce chiffre d'affaires. Donc, si c'est l'association qui va facturer vis-à-vis du patient, on va regarder si les attestations de soins sont au nom de cette association. On fera la globalisation au niveau de cette association et normalement, derrière, peut-être que le médecin doit facturer des expertises ou ce genre de choses. On va alors à nouveau, dans son chef, regarder la franchise. Donc, l'association détermine elle-même, pour elle-même, est-ce que je dépasse la franchise? Est-ce que je dois faire les différentes démarches au niveau de la TVA? Et derrière, au niveau du médecin ou de différents médecins, ils se poseront la même question. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y en a d'autres, me dit-on. Voilà. Oui. Audrey, je te laisse la parole. Oui, j'étais en train de noter en fait ce qui était dit pour envoyer la réponse. J'arrive pas à me remettre ma vidéo. Voilà. Alors, il n'y a pas de souci, je vais reprendre le relais. Merci, comme ça j'envoie la voilà. réponse. Merci. Voilà, il y a une question posée par le docteur de Vlechoer. Donc, c'est tout l'aspect que ce soit en maison médicale ou pas, il y a une série de médecins qui effectuent des prestations pour d'autres ASBL. Et ce sont des prestations non thérapeutiques a priori, d'après la question qui est posée. Sont-elles bien exemptées si elles sont destinées à une autre association sans but lucratif? Non. Donc, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, d'effet cumulatif dans les exemptions. Ce n'est pas parce que vous rendez des services à quelqu'un qui est aussi un assujetti exempté comme une ASBL, pour la plupart, que vos prestations, si elles ne sont pas thérapeutiques, peuvent être exemptées. Donc, ça n'a rien à voir. Le client, on va dire à qui vous portez en compte les honoraires pour les prestations que vous rendez, sa qualité n'a pas d'importance. L'exemption ne tient pas compte de à qui vous rendez le service, l'exemption tient compte de qui vous êtes et de ce que vous faites, mais pas à qui vous rendez le service. Donc, le fait que vous soyez une ASBL de médecin, que vous rendiez des services à une autre ASBL, ne va potentiellement rien changer dans le cas de l'exemption médicale. OK, ça me paraît très clair, malheureusement. Alors, il y avait aussi une série de questions sur, oui, alors c'est des questions qui reviennent souvent sur les activités ONE et les activités médecine scolaire, médecine du travail. Il y a aussi une série de médecins à qui on fait appel pour remplir des documents obligatoires pour une personne handicapée, par exemple, pour obtenir ou faire reconnaître son statut de handicapé. Donc, ce sont vraiment des tâches administratives et que seul un médecin peut remplir. Dans le cas présent, pour une personne handicapée, pour avoir son statut auprès de ce qu'on appelle la Vierge Noire, c'est-à-dire le SPF Sécurité Sociale pour les handicapés. Voilà, toutes ces prestations-là, qu'en est-il ? Sachant que, effectivement, dans le cas de l'ONE, j'imagine qu'il y a des médecins qui peuvent y travailler quasi à temps plein et qui sont peut-être salariés ou peut-être pas, et d'autres qui le font de manière épisodique. Voilà, mais c'est ONE, médecine du travail, tout ce qu'on veut. Je te laisse faire, Isa. Oui, en fait, tout ce qui est prévention, donc notamment les médecins ONE, je vais dire, qui font quelque part des consultations, il n'y a pas de souci, ce serait couvert a priori par l'exemption. Tout ce qui est prestations plus pour rendre des attestations à la demande
d'institutions, là, on aurait plutôt une sortie parce que ce ne serait pas un but thérapeutique. Tout ce qui est demande d'une assurance ou là de nouveau, c'est à la demande d'un tiers et ça n'a pas de but thérapeutique. Donc, c'est comme l'exemple qu'on a vu avec les assurances vie, les crédits hypothécaires, ce genre de choses-là. Pour les personnes handicapées, lorsque ce sont des attestations pour obtenir des allocations, ben, en fait, tout ce qui est un peu expertise, généralement, sort de l'exemption et donc devrait être soumis à TVA. Est-ce qu'il y a des cas auxquels je n'ai pas répondu? Non, mais il y a sans doute d'autres cas auxquels moi je n'ai pas pensé ou qui seront posés plus tard. Et donc, j'en profite pour rappeler à tout le monde, à tous les participants, que le GBO, bien sûr, répondra ou en tout cas donnera des éléments de réponse et, si nécessaire, interrogera l'administration pour les questions que vous auriez encore après cette séance. Et donc, j'ai indiqué dans le chat l'adresse, elle est très facile, c'est gbo@le-gbo.be, mais j'imagine que vous connaissez tous cette adresse par cœur et donc n'hésitez pas à poser vos questions même après les séances, après la séance, pardon. Il y avait également donc oui, donc en fait, on peut peut-être prendre les choses à l'envers. La TVA, a priori, ne va concerner qu'un nombre important, certes, mais pas majoritaire des médecins généralistes. Et donc, c'est une question qui avait été posée, le médecin généraliste qui, lui, fait rien que son métier de consultation, de visite et d'avis, il n'a aucune démarche à faire, en fait. Non, effectivement, comme Isabelle le disait tout à l'heure, il reste dans son ancienne vie. Donc, voilà. Il reste dans son ancienne vie, mais toujours jeune. Par contre, le médecin qui devrait s'inscrire à la TVA, bon, alors je ne sais plus si vous l'avez dit ou pas, parce que j'ai aussi lu les questions, donc je n'ai pas été attentif à tout le temps, mais il est clair que la première chose à faire, c'est d'interroger, enfin, si vous pensez devoir vous inscrire à la TVA, c'est d'interroger votre caisse d'assurance sociale ou directement le contrôleur TVA. Enfin, la caisse d'assurance sociale en général est très, très souple et peut vous aider dans toutes ces formalités. Mais je ne sais pas si vous l'aviez dit ou pas, Monsieur Rivera, Madame Granata, il y aura également un superbe tuto qui sera mis à votre disposition, préparé par BDO et qui vous expliquera comment vous inscrire à la TVA. Donc, c'est l'inscription pour les nuls. Même moi, je devrais être capable de le faire en principe. Voilà. Alors, maintenant, je reviens à d'autres questions. Pour moi, ce qui n'est pas encore très clair, c'est tous ces certificats, parce qu'il y a en dehors des certificats d'incapacité de travail, il y a donc des tas de certificats qui sont demandés pour les sports, les assurances, par les écoles, pour une série de choses, pour un voyage, pour ceci ou pour ça. À partir de quand le certificat devient-il sujet à TVA? Et j'allais poser alors une autre question un peu plus terre à terre. Dès l'instant où c'est un patient à qui le médecin est censé facturer la TVA, ça signifierait que le médecin devrait établir une facture. Mais on est bien d'accord aussi, et j'en dis pas plus, que dès qu'un patient se rend chez son médecin, dans le cadre d'une consultation ou qu'il voit son médecin à l'occasion d'une visite, il y a bien sûr un code consultation ou un code visite qui est encodé. Dans la quasi-totalité des cas maintenant, dans le DMI, donc le dossier médical informatisé. Et donc, c'est ce dossier médical informatisé qui génère la partie fiscale que le fisc est autorisé à demander et qui ne comprend évidemment pas les données du patient. Mais donc, c'est la question, enfin, le cas sera quand même assez rare où le médecin devrait facturer une vraie facture avec TVA à un patient. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, à partir du moment où effectivement on a consultation dans le cadre de cette délivrance de certificat et donc codynamique qui est mouvementé, a priori, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une présomption du fait qu'on soit dans un but thérapeutique, même si quelque part on est d'accord que dans ce cas-là, on détourne un peu la règle, mais bon, effectivement,
le patient n'a pas intérêt à se faire facturer la TVA et le médecin n'a pas intérêt à s'ennuyer avec ça non plus. Donc, dès le moment, effectivement, où on est couvert par un code, une nomenclature INAMI, selon moi, il n'y a pas de souci, même si ce n'est pas formellement correct, mais bon, voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun médecin qui détourne la règle, en tout cas parmi les membres du GBO. Il y a des médecins qui font leur métier et qui, pour rendre service à leurs patients à l'occasion d'une consultation, peuvent émettre un certificat, bien sûr. Alors, il y a une autre question importante, même si je ne sais pas si Franck Robben nous écoute pour le moment, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau du RGPD et du secret professionnel en cas de contrôle? Normalement, il faut faire anonymiser les dossiers et on a eu le même genre de questions le jour où les avocats sont devenus assujettis à la TVA pleinement, donc ils étaient comme vous exemptés. Et donc, évidemment, ils n'avaient pas intérêt non plus à renseigner leurs clients vis-à-vis de l'administration fiscale. Et donc, par rapport à ça, l'administration, il faut que vous sachiez, que les contrôleurs sont tenus par un secret professionnel qui est sanctionné aussi pénalement comme le vôtre. Mais au niveau des informations que vous transmettez, ne fût-ce que aussi au niveau de vos attestations, vous avez les deux versions des attestations avec et sans l'identité de vos patients. Il en sera de même dans la justification du but thérapeutique ou non, si vous devez défendre ça parce que ce n'est pas couvert par une nomenclature INAMI ou un remboursement, par exemple, pour reparler des présomptions qu'on a évoquées. D'accord, merci. Alors, je reprécise, puisque les participants que je remercie d'être si nombreux, ne peuvent pas intervenir oralement, en tout cas dans ce cas de ce webinaire. Si vous estimez ne pas avoir une réponse suffisamment complète ou suffisamment claire, vous nous écrivez après ou bien vous nous réinterrogez maintenant dans la partie QR de ce webinaire. Mais sinon, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un mail après. On tâchera de répondre, évidemment. Il y avait aussi question, oui, le montant de la TVA, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'imagine que c'est 21% actuellement, voilà. Et j'avais repéré une question qui était peut-être assez importante aussi, c'est que, par exemple, lorsque des compagnies d'assurance ou des banques payent un médecin pour un certificat, ou une expertise qu'il effectue, il n'y a apparemment pas toujours de facture. Alors, comment peut-on faire? Mais donc, c'est un peu le même point que je soulevais tout à l'heure vis-à-vis des ASBL. Le fait que les banques et les assurances ne soient normalement pas soumises à la TVA n'a pas d'impact. Donc, dès le moment, effectivement, où c'est une banque ou une compagnie d'assurance qui demande le certificat, on l'a vu, depuis le 1er janvier 2022, normalement, ces prestations devraient être soumises à la TVA, donc devraient faire l'objet de factures. Et là, le problème, c'est que si effectivement, il y a une forme de récurrence dans les opérations, donc si par exemple, on a un médecin qui est fortement sollicité par une banque pour pouvoir émettre ce genre de certificat et qui est payé par la banque, on a un double contrôle parce que les banques étant aussi des assujettis, certes mixtes également, mais des assujettis quand même sont susceptibles de contrôle. Et donc, quand on vérifiera la comptabilité de la banque, on pourrait voir qu'un médecin s'est fait rémunérer pour des certificats sans émettre de facture. Et donc, l'administration pourrait, de ce côté-là, retomber, entre guillemets, sur le médecin pour lui dire « Oui, mais vous deviez soumettre à TVA et vous deviez émettre des factures. » Donc, en principe, je dirais, les banques ne devraient plus, sauf évidemment application du seuil de la franchise, payer des médecins pour des certificats s'il n'y a pas émission de facture et application de la TVA. Oui, sauf que sur une facture, comme le fait remarquer un de nos membres, ou médecin en tout cas qui assiste au séminaire, c'est difficile d'émettre une facture sans le nom du patient. Mais si c'est adressé à une banque ou une compagnie d'assurance, c'est la banque ou la compagnie d'assurance qui est mentionnée dessus. Je ne sais pas si le nom du patient doit nécessairement apparaître, mais même s'il doit apparaître, la précision donnée par Isabelle par rapport au secret professionnel reste pleinement d'application. Donc, effectivement, le contrôleur pourrait savoir pour quel patient on a délivré un certificat, mais n'est pas censé, lui, le communiquer ni le diffuser de quelque manière que ce soit. Donc, ce secret professionnel, effectivement, il n'est pas absolu, comme vous le savez, et dans le cadre d'un contrôle fiscal,
puisque le contrôleur est tenu de le respecter, il peut quand même vérifier ce genre d'informations. Oui, et puis réflexion personnelle, si c'est par exemple, je ne sais pas moi, pour un crédit ou que sais-je, la banque, enfin le client de la banque en s'adressant à elle qui lui dit vous devrez passer un examen médical ou avoir un certificat, voilà, le client sait que la banque sait qu'il va passer un examen médical et dans la facture, bien sûr, le contenu de ce certificat ne figure pas. Bon, maintenant, j'étais peut-être un peu naïf tout à l'heure en pensant que beaucoup de médecins échapperaient à toutes ces formalités, mais je vois tout de même dans le chat et dans les questions et réponses que c'est vrai que la plupart des médecins sont amenés un jour ou l'autre à émettre des documents pour la Vierge Noire, donc le SPF Sécurité sociale handicapée, pour des compagnies d'assurance suite à un accident scolaire, pour des certificats d'aptitude au sport. Ça veut dire que tous ces médecins-là devront procéder à une inscription à la TVA, même s'ils veulent bénéficier de la franchise? Faire en tout cas le formulaire et dire qu'ils optent pour la franchise. Oui, mais pour Parce ça, que ils doivent si faire on ne une le démarche fait pas, auprès ce de l'administration. formulaire, Oui, donc la démarche doit être faite, la démarche d'inscription doit être faite, oui. Donc, c'est quand même de la paperasserie supplémentaire. Mais voilà, grâce à votre tuto, on espère simplifier ces démarches au maximum et on aidera nos membres et ceux qui vont le devenir incessamment sous peu, c'est-à-dire tous les autres. Mais donc, c'est quand même une charge pour les médecins. Mais après, enfin, je veux dire, on peut supposer que la plupart de vos membres ont quand même un comptable, je suppose. Donc, normalement, leurs comptables sont aussi habitués à faire ce genre de choses. Donc, oui, j'imagine que les 25 000 € tout de même vont simplifier certaines choses, sauf pour les médecins qui ont une activité, je veux dire, non thérapeutique importante en dehors de leur activité clinique. OK, je vois encore d'autres questions. Il y a, par exemple, oui, bon, les activités de défense professionnelle, il est certain, alors pour nous c'est très clair puisque nous sommes on a des activités syndicales comme GBO, mais c'est vrai, il y a sans doute des représentants d'autres associations de médecins parmi l'assistance. Il y a donc des cercles de médecins qui sont constitués en ASBL, il y a des postes médicaux de garde constitués en ASBL, il y a des concentrations de cercles, enfin il y a plein d'autres associations de médecins généralistes. Alors, quel est leur statut, puisqu'elles ne sont pas, a priori, ce n'est pas des activités syndicales, mais c'est des activités de... Enfin voilà, je vous laisse répondre, pardon. Ben, je dirais que, à mon avis, il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement, s'il n'y a pas de but syndical, etc., on n'est pas dans l'exemption, mais on en avait déjà parlé, M. Godin, de ces cercles, etc. Donc, quelque part, comme c'est un problème apparemment assez récurrent et qui concerne pas mal de gens, je pense que ce serait utile de mettre ça dans les Q&A, parce que pour l'instant, comme ça, on n'a pas, nous, enfin, Isa, corrige-moi si je me trompe, mais on n'a pas une réponse ferme par rapport à ça, puisque ça n'a pas été abordé dans la circulaire. Oui, alors, donc on distingue bien deux choses. Hein. Il y a évidemment le statut du cercle lui-même, ASBL, Cercle de médecins généralistes de Libramont, j'invente, et puis il y a, le cas échéant, le statut du directeur ou du médecin coordinateur de ce cercle ou de quelqu'un, enfin d'un médecin qui assume des fonctions et qui est payé par le cercle comme indépendant, doit-il facturer TVA ou pas. Donc, effectivement, ce qui est très clair, en tout cas, là je m'adresse à l'assistance, c'est que tout ce que la loi a prévu ou la réglementation au sens large du terme colle comme le médecin coordinateur en maison de repos, ça c'est clairement exonéré de la TVA comme activité, mais il n'en reste pas moins qu'il y a plein d'autres fonctions que des médecins exercent au niveau des différentes associations où c'est moins clair parce que ce ne sont pas nécessairement des fonctions qui sont prévues par une réglementation quelconque, et donc là ce sont effectivement toutes les questions que nous allons poser et auxquelles on espère avoir une réponse la plus rapide possible, parce que je tempère mes propos de tout à l'heure, l'administration sait se montrer très collaborante aussi, et il y a des gens très très bien dedans, à commencer par l'INAMI. Voilà. Audrey, je ne sais pas si toi tu veux prendre le relais ou pas, ou si je continue. Alors, je notais.
Voilà. Je notais encore toutes les réponses, tu vois. Très bien. Alors oui, bon, il y a une question, je prends une question un peu au hasard parce qu'elle est un peu isolée, pour l'achat d'une maison à l'étranger. Alors je ne sais pas si la médecin qui posait cette question songeait à une maison pour son activité médicale ou pas. Sinon, si ce n'est pas pour une activité médicale, je pense que ça ne relève pas de ce webinaire-ci. Mais pour une activité médicale, je ne sais pas. Parce que, bon, effectivement, en tout cas, il y a, comment dirais-je, vous avez déjà évoqué les achats de matériel à l'étranger. Donc, vous avez, je pense, complètement répondu. Sinon, je repose la question. Il y a des médecins qui se fournissent en matériel également par des achats en ligne, mais qui sont soumis à une TVA d'un autre pays. Oui, ben c'est un peu ce qu'on a dit par rapport aux ventes à distance. Donc, soit le médecin dépasse un seuil annuel d'achat intracommunautaire de 11 200 € et doit demander un numéro de TVA pour payer la TVA belge sur ses achats, soit il est soumis alors au système des ventes à distance. Et dans ce cadre-là, c'est le fournisseur qui sait s'il doit vous facturer la TVA du pays étranger ou bien s'il doit vous facturer avec TVA belge. Mais donc là, le médecin n'a pas d'obligation, lui, dans ce cadre-là. S'il ne dépasse pas le seuil de 11 200 €, il n'y a pas de problème. Et donc 11 200 € qui est considéré donc, en prenant les achats dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. C'est ça. Bon, je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui ont en tout cas été envoyées sur le QNR. Une dernière peut-être, je vois. Est-ce que j'ai bien compris que les ASBL aussi doivent faire la demande de franchise en cas de pratique de groupe, pas uniquement les indépendants? Oui, et donc là, c'était effectivement, on pouvait peut-être revenir un peu plus longuement là-dessus. Il y a donc beaucoup de médecins généralistes qui travaillent en groupe, mais sous des formules très différentes. Cela va de la maison médicale qui travaille au forfait, bon, c'est encore un tout autre système. Il y a des maisons médicales qui travaillent à l'acte, donc où chaque médecin facture lui-même ses prestations. Il y a des pratiques de groupe diverses où simplement des médecins partagent soit un immeuble et ou du matériel et ou un secrétariat. Alors, effectivement, par rapport à ces pratiques de groupe qui sont érigées soit en société unipersonnelle, soit en association, soit dans une forme juridique quelconque, par rapport aux médecins physiques, comment ça se passe si les activités sont par exemple facturées au nom de l'ASBL et pas du médecin? Les groupements, c'est assez compliqué hein, et c'est difficile pour nous. On s'est posé la question quand on a préparé les slides, si on en parlait ou pas, et il nous faudrait quasi un séminaire pour Rien vous pour expliquer ça. tout ça au niveau de la TVA. Et il faut en plus attendre certaines réponses de la part de l'administration. Mais globalement, l'idée est quand même de voir qui facture à qui. Enfin, facture, de nouveau, ça peut paraître un mot grossier parce que derrière, il n'y a pas toujours une facture. Mais voilà, ici, au niveau de la maison médicale, est-ce que c'est elle qui va établir l'attestation vis-à-vis du patient ou pas? Et derrière, est-ce qu'on a des rétrocessions ou est-ce qu'on est plutôt avec une prestation en direct du médecin vis-à-vis du patient, et donc là, on se met dans les chaussures du médecin, ou dans certains cas, c'est même des prestations qui sont perçues par l'ASBL au nom et pour compte du médecin, et donc on est encore dans une autre hypothèse. Donc là, c'est vraiment très compliqué, et dans les cabinets médicaux, il y a encore la situation d'une facturation, d'une rémunération avec un pourcentage du chiffre d'affaires qui ne va pas couvrir les actes médicaux, mais qui va couvrir plutôt la mise à disposition d'un cabinet avec tout le matériel où le médecin peut venir telle demi-journée faire des prestations. Donc, c'est des situations différentes chaque fois, où l'administration aussi, pour répondre à ces questions et en préparation des FAQ, a demandé les contrats de collaboration pour examiner un petit peu tous les aspects et prendre en compte. Mais
c'est vraiment avec qui y a-t-il un contrat, c'est une analyse quelque part juridique et qu'est-ce qui est comme contenu dans ce contrat qui va déterminer le régime TVA puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Eh bien, moi, je propose ceci, c'est qu'effectivement, il y a toute cette partie des collaborations entre médecins et des différents niveaux d'assujettissement potentiel entre l'association, le médecin, etc. On va tâcher, enfin, on va pas tâcher, on va revenir à vous, donc je m'adresse aux participants, on va revenir à vous avec des réponses un peu plus structurées, parce qu'effectivement, comme dit Madame Granata, c'est un sujet qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de situations possibles qui peuvent se présenter. Et dans la même information que nous vous donnerons, alors je ne vous promets pas cette semaine, mais dans les toutes prochaines semaines, on va revenir également sur toutes les prestations notamment qui peuvent être réalisées par des médecins qui, par exemple, travaillent dans une maison médicale. Parce que j'ai cité tout à l'heure plusieurs exemples, et j'en vois qu'il y en a d'autres qui sont cités, comme par exemple un médecin qui preste des conférences de santé communautaires pour des patients dans le cas de sevrage, tabac, alcool, alimentation saine. Voilà, donc ce sont des prestations qui sont toujours à la marge et on va essayer évidemment d'obtenir un maximum de garanties pour que toutes ces prestations qui concernent quand même la santé des gens soient exemptées de TVA. Et le cas échéant, on reviendra vers l'administration et vers l'INAMI aussi, parce que je sais que le docteur Beauval nous écoute. On reviendra également au comité de l'assurance avec une série de questions pour que l'INAMI fasse également pression sur l'administration fiscale et sur le ministre des Finances via le ministre de la Santé pour obtenir des réponses claires et dans un souci d'exempter un maximum de choses qui méritent une exemption, et c'est-à-dire tout ce qui touche à la santé des gens, que ce soit de la prévention ou du thérapeutique pur et dur. Alors, c'est vrai que dans la circulaire et dans la loi, le mot thérapeutique est très mal choisi puisque la circulaire le dit elle-même, le thérapeutique comprend la prévention et c'est très clair que l'État a tout intérêt à favoriser la prévention pour éviter des coûts de santé trop importants après. Voilà, donc, je ne sais pas, alors je regarde, il y a encore d'autres messages qui arrivent. Ah oui, il y avait donc, j'ai eu deux questions sur les prestations en cas de certificat de décès. J'imagine qu'en cas de certificat de décès, la facture n'est pas faite à la personne décédée, mais voilà. Non, je rigole, mais donc, voilà, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ces certificats de décès? La personne est décédée, oui, et donc on n'est plus dans le soin à la personne puisqu'elle n'est plus là. Et donc, c'est prévu tout ce qui est médecin légiste, en tout cas par rapport à leurs actes sur des personnes décédées, sort de l'exemption et donc est soumise à TVA. C'est ça. Et donc, ça veut dire, enfin, là, je pose une question, je suis ni médecin et encore moins clinicien, donc j'ai un patient qui décède, j'établis un acte de décès, si je dois le faire payer, ça, rien que pour ça, je devrais m'assujettir. En principe, oui, effectivement. En principe. Bon. Ben, c'est toutes la des questions. La franchise est là pour ne pas justement devoir faire une déclaration, faire une facture avec de la TVA. On se base sur une estimation de chiffre d'affaires inférieur aux 25 000. Hein. Donc, D'accord. Alors, je vais rebondir encore sur d'autres questions, notamment plusieurs qui ont été posées par le même médecin. Bon, comment répercuter la TVA sur les honoraires demandés? J'ai la réponse, mais je vous la laisserai la donner. Et où envoyer ce formulaire? Mais ça, bien sûr que nous allons vous envoyer ce petit tuto pour vous dire ce qu'il faut faire. Et il y avait aussi... j'avais vu encore une autre question, mais j'y reviendrai après. Bon, d'abord, au niveau donc de cette répercussion de la TVA, comment ça se passe? Je vous laisse répondre. Il y a deux solutions. Si vous devez, on va dire, porter en compte des honoraires pour un montant de 100, en principe, la TVA vient s'appliquer au-dessus. Donc, en tout, vous devrez porter en compte 121, donc 100 plus 21. Si vous voulez éviter d'impacter le patient, enfin, ou la personne qui bénéficient des prestations
et lui porter en compte un montant total de 100, vous allez devoir, vous, alors aller prendre ce qu'on appelle la TVA en dedans, donc financer quelque part vous-même la TVA sans la répercuter vers le patient. Mais le principe de la TVA, c'est que vous prenez votre prix et vous ajoutez la TVA on top, enfin au-dessus, en plus du montant, et c'est ce montant-là que vous allez réclamer à votre client. Donc, c'est le client qui paye quelque part la TVA que vous collectez et que vous versez à l'État. D'accord. Alors, il reste 10 minutes. Je propose de ne, en tout cas, pas prolonger au-delà de l'heure parce que nous avons tous du travail, mais vous surtout, médecins. Et donc, mais je vois que Paul, le docteur Delung, réapparaît. Oui, je voulais juste vérifier, Jean-Noël et Audrey Gère. Je vois aussi un commentaire de Philippe Van Brussel de faire la différence entre la médecine du travail à ne pas confondre avec la médecine de contrôle. Ça a été répondu ou pas, cette question? Donc, pour la médecine du travail, les choses ne sont pas encore claires. Les services externes de prévention sont explicitement exemptés de la TVA par l'article 44, mais l'administration semble tenter de considérer que les médecins indépendants prestant pour ces services externes ne seraient pas exemptés. Affaire à suivre. Vous confirmez cela, Madame Granata et Monsieur Rivera? Oui, oui, tout à fait. OK. Et alors, bon, c'est une question basique, hein, mais Christian Buckings nous dit, mais les 25 000 fatidiques concernent-ils le chiffre d'affaires global? Non. 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 C'est uniquement celui qui serait soumis à TVA. Voilà, c'est ça. Hein, donc, ça, c'est important, évidemment, on ne prend pas de préciser. Les prestations en vert dans nos slides. Oui, voilà. Mais donc, si un médecin a une patientèle en très mauvais état physique et qu'il fait des certificats de décès pour plus de 25 000 € par an. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça, oui. Mais sinon, c'est vrai que le core business, comme on l'a dit tout à l'heure, votre vie d'avant, donc ce que vous faisiez, votre core business en principe, à la plupart d'entre vous, normalement, vous devriez rester exempté ou franchisé éventuellement pour les certificats de décès, les certificats vers des banques, des assurances, etc. Mais si vous faites ça pour plus de 25 000 € par an, évidemment, mais bon, ça me paraît être quand même, enfin, je ne connais pas les chiffres, mais ça me paraît quand même être important comme chiffre pour des certificats et des attestations, quoi. Oui, mais Laetitia nous dit quel médecin ne fait pas de certificat d'aptitude sportive ni de document pour le SPF handicap, évidemment. On va tous devoir faire ces démarches, oui, mais limitées, quoi. Ben, c'est ça, si vous restez sous le seuil de la franchise, effectivement, il y a juste, entre guillemets, l'inscription. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ouais. D'accord. Mais je pensais à autre chose. Donc, dans l'information complémentaire que nous vous donnerons dans les toutes prochaines semaines, c'est-à-dire vraiment dans le mois en tout cas, compte tenu voilà. Il y a donc d'une part toutes ces questions qui portent sur les collaborations, les groupements de médecins et les relations entre médecins et personnes physiques et sociétés unipersonnelles ou autres, ou SBL. Qui fait l'objet du groupement. Il y a aussi, je sais qu'il y a certains, mais les questions n'ont pas été posées ici, il y a tous les médecins qui ont également des fonctions, par exemple, dans des prisons, dans d'autres établissements psychiatriques ou autres. Et ça, c'est très important parce que c'est face à une patientèle qui, par définition, ne les paye pas directement et donc c'est facturé par l'établissement généralement. Mais voilà, ça, c'est une autre série de questions. Et puis, on reviendra également avec un troisième gros chapitre et j'espère, enfin, je suis sûr qu'Audrey Gers prend note de tout, c'est le chapitre des formations, puisque si les choses sont très claires, par exemple, pour les formations données en milieu scolaire ou universitaire, il y a déjà des formations qui sont moins claires parce qu'elles sont organisées ou pas via une société commerciale. On intervient dans un séminaire, je ne sais pas, dans une société commerciale qui fait effectivement, qui organise tout un séminaire. Il y a aussi les GLEM, tout simplement. Donc, ce sont ces groupements locaux d'évaluation médicale auxquels tous les médecins accrédités doivent participer et l'un d'entre eux, parfois, peut faire une conférence rémunérée ou pas dans son propre GLEM ou ailleurs, donc dans un autre GLEM. Donc, tout ça, c'est très important aussi. Voilà déjà, en tout cas, 3 groupes de sujets et je n'ai pas oublié les maisons médicales là-dedans sur lesquels nous reviendrons par une information encore plus étendue. Jean-Noël, si tu permets, la question de notre collègue
Benoît Anu. Donc, en cas de SPRLU, si c'est la SPRL qui recueille les honoraires, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire, Monsieur Rivera ou Madame Granata, par rapport à ça? Je t'en prie, Isa, c'est ce qu'on Ça avait dit. veut dire qu'au niveau de l'assujettissement, s'il y a des prestations, on vient de parler des certificats, etc., qui sont soumis à TVA et donc facturés par la SPRLU, c'est la SPRLU qui devra demander la franchise par rapport à ces prestations-là. C'est elle qui est l'assujettie, c'est une entité juridique différente. La SPRLU, même si effectivement elle ne comprend qu'une seule personne, est une personne juridique différente de la personne qui l'a créée. Donc, on a bien deux personnes juridiques différentes. OK, merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu à la question. Est-ce qu'il y a encore des questions, Audrey et Jean-Noël? Non, moi, je voudrais aussi juste vous donner un petit truc tout à fait légal pour éviter le paiement de la TVA. À la place de facturer avec TVA, vous faites un don au GBO et ça fait tout à fait exonéré. Et vous aidez la profession. C'est exempté, on confirme. Oui. OK, OK. Ben, écoutez, si Audrey, Jean-Noël et Laurent et Jean-Noël nous disent qu'on a essayé de faire le tour des questions, en tout cas. On a essayé. Hein, oui. Laurent, tu confirmes aussi, tu n'as pas relevé de questions qui n'ont pas été évoquées. Non, il me semble que dans l'ensemble, tout est là. De toute façon, on a une trace de toutes vos questions et de toutes les réponses. Et j'imagine bien que le GPO, comme le disait M. Gaudin, en fera une synthèse où on pourra y revenir par ailleurs. Donc, rien n'est perdu. OK. Jean-Noël, tu confirmes que si par malheur on n'aurait pas répondu à une question, on s'engage à répondre éventuellement par email. OK. Je vois peut-être une question de où envoyer le formulaire. Ça, je pense que Paul, tu avais demandé si on pouvait mettre le lien notamment sur le site. Oui, c'est ça. Le tutoriel, vous l'aurez de toute façon. Donc, attendez de recevoir ceci, vous aurez toutes les informations. Oui, donc tous les participants recevront une information, en tout cas de BDO, par notre intermédiaire et notamment ce tutoriel qui est vraiment un petit outil très, très facile qui vous permet de procéder à ces formalités d'inscription. OK, et donc nos participants recevront ça à peu près dans quel délai, Jean-Noël? Dans la minute… Non, je rigole. Dans un délai rapide. Non, très rapide. Ça. Cette semaine encore. Oui, c'est ça. Parce que cette semaine encore, si pas… bon, peut-être pas aujourd'hui, mais jeudi au grand plus tard. Voilà. Oula, il y a un spectateur anonyme qui nous pose une longue question. Je ne sais même pas si c'est une question. On peut le lire puisqu'il nous reste quelques minutes avant de conclure. Je le lis. Donc, le certificat d'aptitude, par exemple, aptitude sportive pour participer à une compétition, certificat de bonne santé physique et psychique pour l'ONE, est-il ou non assujetti? Première question. Cela ne semble pas clair dans la circulaire qui dit, ouvrez les guillemets, la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale, par exemple, d'aptitude à voyager lorsque l'objectif principal de ce service est de protéger la santé de l'intéressé. Vous avez dit ça dans vos slides, hein, d'ailleurs. Il s'agit, par exemple, de la délivrance d'un certificat d'aptitude physique pour attester auprès de tiers que l'état de santé d'une personne nécessite la restriction de certaines activités ou exige qu'elles soient effectuées dans des conditions particulières. Ne sont pas visés ici les examens médicaux effectués en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude à la conduite ou d'un certificat médical pour pilote. Je vois que M. Rivera opine du bonnet. Oui, on en a parlé. Hein. On en a parlé. OK, hein, donc ça se retrouvera dans les slides. C'est dans les slides. Il me semblait bien avoir vu passer ça. Il faut regarder chaque fois l'objectif. Hein. Ici, on voit bien que c'est exigé pour ne pas que la personne ait des activités contraires aux problématiques qu'elle aurait au niveau de sa santé. Maintenant, quand on parle de pilote, c'est plus par rapport à un tiers qui demande cette information-là, même si pour un pilote d'avion, par exemple, c'est peut-être mieux qu'il n'ait pas de problème de santé pour le bien-être de tous les passagers de l'avion, comme
voilà, à un moment donné, il faut mettre le curseur quelque part par rapport à ces appréciations. Voilà. Écoutez, bon voilà, il nous reste 3 minutes. Moi, Oui. si vous permettez, je vais conclure. Paul, si tu permets, oui. juste avant que tu conclues, moi je voudrais tout de même remercier Audrey Gers qui, parce que je me rends compte maintenant, a répondu à une série de questions par écrit, qui a pris note de tout, qui sera évidemment celle qui sera en charge essentiellement de répondre à toutes vos questions après. Donc voilà, noyez-la de travail, elle fait ça très volontiers avec un grand sourire. Et je te laisse conclure, Paul. Oui, oui, tu as bien fait de remercier Audrey, bien entendu, pour tout ce qu'elle va faire maintenant, ce qu'elle a fait pendant ce webinaire et ce qu'elle a déjà fait bien avant dans les réponses qui nous arrivent par de vraies avalanches dans nos FAQ de notre site GBO. Voilà, donc voilà, je voulais vraiment, Madame Granata, Monsieur Rivera, vous remercier de votre disponibilité, de votre clarté, dans ce domaine qui, pour nous, médecins, vous en conviendrez, n'est pas toujours notre tasse de thé ni des choses les plus claires. Et donc, je suis certain qu'il reste, et il reste encore des zones grises et les autorités publiques, à mon avis, vont devoir encore apporter un certain nombre d'éclaircissements et on ne manquera pas en tant que GBO. J'espère qu'on pourra continuer à collaborer avec vous pour justement poser les bonnes questions aux autorités sanitaires et les mettre devant leurs responsabilités pour que les choses soient le plus facile possible et le plus clair possible pour les médecins généralistes qui, comme vous le savez, ont vécu depuis 2 ans des choses extrêmement difficiles, ils sont extrêmement fatigués et toute nouvelle mesure administrative qui est prise, que ce soit maintenant cette circulaire TVA ou d'autres, sachez-le, sont difficiles à vivre vu la fatigue et la charge de travail liée à la COVID et liée à tout le reste. Donc voilà, merci à Jean-Noël et à Audrey Gers encore une fois. Merci à Laurent, toujours aussi efficace. J'espère que ce webinaire, qui est un premier du genre pour le GBO, hein, on peut le dire, a répondu aux attentes, aux besoins. Et on sait bien que quand on essaye de répondre aux attentes et aux besoins, ben, bon, parfois il reste de petites attentes ou parfois même de grosses attentes et de gros besoins. Mais voilà, vous avez eu la confirmation que Jean-Noël et Audrey Gers se font un devoir et un honneur de répondre encore à tout ce que vous n'aurez pas eu comme réponse aujourd'hui. Merci infiniment à tout le monde. Bon après-midi et merci d'avoir fait confiance au GBO. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.